Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les chiffres de Puig, le géant espagnol qu'on connaît pour des marques comme Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier. Tout à fait. Ils viennent tout juste de publier leurs résultats pour 2025 et on peut le dire, c'est une année record. On a leur communiqué financier juste sous les yeux. Oui, Et la mission, elle est simple, essayer de comprendre comment cette maison, qui est historiquement bâtie sur le parfum, réussit à afficher une croissance aussi explosive. On va décortiquer ça ensemble. exactement. Et c'est la bonne approche. Parce que ce communiqué, en fait, c'est pas juste une liste de chiffres. C'est une véritable feuille de route stratégique. Ah oui, On va voir que Puig est en train de réussir un numéro d'équilibriste assez fascinant. c'est-à-dire. Ils font tourner à plein régime leur marque iconique, les vaches à lait du parfum, on peut le dire, et en même temps, ils propulsent des pépites ultra modernes dans le maquillage. D'accord. L'enjeu, c'est de voir comment ils y arrivent et surtout, si ce modèle peut durer. Alors allons-y. Commençons par le gros titre, celui qui saute aux yeux. Pour la première fois de son histoire, Puig dépasse les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 5 milliards? 5 milliards 42 milliards pour être tout à fait précise. C'est un seuil symbolique qui est énorme. Absolument. Mais au-delà de ce chiffre brut, il y a un indicateur qui m'a vraiment interpellé, une croissance organique de plus 7,8%. Voilà. C'est bien plus que le marché de la beauté de prestige. C'est le chiffre le plus important de tout le document, vraiment. Cette croissance organique, ou LFL pour like for like, Oui, expliquez-moi un peu. c'est la mesure la plus pure de la santé d'une entreprise. On retire l'effet des nouvelles acquisitions, on retire les variations des taux de change. D'accord, donc c'est la performance brute. C'est ça, la performance brute des marques sur le terrain. Et un plus 7,8% quand on pèse déjà 5 milliards, c'est colossal. Et ça vient conclure un plan sur 5 ans qui était déjà hyper ambitieux. Ah oui, le communiqué le rappelle. Ils visaient de tripler leur chiffre d'affaires entre 2020 et 2025. Et non seulement ils ont fait, mais ils ont même dépassé la cible. Ça donne l'impression d'une machine qui est extrêmement bien huilée. C'est plus qu'une machine bien huilée. C'est la preuve d'une vision stratégique qui a été exécutée à la perfection. Hmm. Partir d'environ 1,5 milliard en 2020 pour dépasser les 5 milliards en 2025, dans le contexte qu'on connaît, post-pandémie, inflation, tensions géopolitiques, C'est une sacrée performance. c'est une performance qui force le respect. Maintenant, la question à 5 milliards, c'est d'où vient précisément cette surperformance? Et c'est là qu'on entre dans le détail des 3 divisions. Alors commençons par le cœur du réacteur, le segment historique. Parfum et mode. Le paquebot. Exactement. Ça représente encore 72% du total des ventes. On parle de 3,6 milliards d'euros, avec une croissance LFL de plus 6,4%. C'est solide. C'est solide, mais ce n'est pas là que se trouve la croissance la plus folle. Non, c'est le moteur diesel. Fiable, puissant. Avec 11,1% de part de marché mondial, ils sont un leader incontesté. Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, ce sont des piliers. Oui, Mais si on creuse un tout petit peu, on trouve un détail très intéressant. lequel? La marge opérationnelle de cette division a légèrement baissé, de 19,3% à 18,7%. Ah, et ça, c'est pas un peu inquiétant? Une baisse de rentabilité sur leur plus grosse division, ça pourrait être un signal d'alarme, non? C'est une excellente question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut payer de plus en plus cher pour maintenir la croissance de ces marques? Et le communiqué y répond de manière très transparente. Cette baisse, en fait, elle est due à des investissements publicitaires plus élevés. Pour soutenir les marques. Voilà, pour les soutenir dans un marché qui se normalise. En clair, après l'euphorie post-Covid, le marché du parfum de luxe revient à une croissance plus modérée. Et donc, face à ça, Face à ça, Puig ne lève pas le pied. Au contraire, ils appuient sur l'accélérateur marketing pour défendre et même gagner des parts de marché. C'est une stratégie offensive. d'accord, ils sacrifient un peu de marge. Un tout petit peu de marge à court terme pour consolider leur leadership à long terme. C'est le signe d'une gestion très mature, Qui ne panique pas. qui ne panique pas au premier signe de ralentissement. Exactement. D'accord, donc le paquebot est solide, il navigue bien, même s'il consomme un peu plus de carburant marketing. C'est une bonne image. Mais en lisant le rapport, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient aussi attaché une fusée à l'arrière. Je parle bien sûr du maquillage. La fusée, c'est le mot juste. Le maquillage, ça ne pèse que 17% du chiffre d'affaires, c'est vrai. Oui. Mais la croissance LFL est de plus 13,7% sur l'année. C'est plus du double de la croissance des parfums. Et le dernier trimestre est incroyable. Une explosion. Plus 26,5% de croissance sur le T4. Et cette fusée, elle a un nom bien précis, hein. Charlotte Tilbury.
On a l'impression que toute la performance de la division repose sur cette seule marque. C'est en très, très grande partie le cas. Et le document nous donne la recette de ce succès, ce qui est fascinant. C'est que ce n'est pas de la magie, hein. Non, c'est pas de la magie, c'est une exécution parfaite sur 3 axes. 1. L'innovation produit constante. Il cite le fond de teint Airbrush Flawless. D'accord. 2. L'expansion géographique, comme l'arrivée au Mexique. Et 3, et c'est peut-être le plus important, Les nouveaux canaux de distribution. exactement. L'exemple donné, c'est le lancement sur Amazon aux États-Unis. Attendez, une marque de luxe comme Charlotte Tilbury, qui se lance sur Amazon, ça ne risque pas de diluer l'image de prestige? C'est là que Puyu est très malin. Ce partenariat, ce n'est pas anodin. C'est un signal pour toute l'industrie du luxe. Qui est? Que le luxe n'a plus peur du e-commerce de masse, à une condition, maîtriser parfaitement l'expérience client et l'image de marque. Ils ont réussi à faire ça sur Amazon, non? Ils ont compris comment pirater le modèle de croissance des marques nées sur Internet, les fameuses D2C, tout en s'appuyant sur la puissance de leur distribution physique. Ils prennent le meilleur des 2 mondes. Et le résultat est là. Le résultat, c'est aussi une rentabilité qui explose. La marge opérationnelle de cette division, elle a quasiment doublé. Elle est passée de 5,8% à 11,4%. Voilà! Là, on ne peut pas dire qu'ils sacrifient la rentabilité. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle un effet de levier opérationnel. Il est spectaculaire. Quand les ventes augmentent si vite, les coûts fixes sont mieux absorbés. Et chaque vente supplémentaire devient beaucoup plus rentable. C'est le scénario de rêve, en fait. C'est le scénario de rêve. Non seulement ils vendent plus, mais ils gagnent beaucoup plus sur chaque produit vendu. Mais un scénario qui repose quand même très lourdement sur une seule marque. Même si elle cartonne, ça ressemble à un risque énorme, non? C'est une excellente remarque. Que se passe-t-il si la tendance Charlotte Tilbury s'essouffle? C'est le revers de la médaille. C'est un point de vigilance évident pour les années à venir. La diversification au sein même de la division maquillage sera certainement un de leurs prochains défis. D'accord. Mais pour l'instant, ils surfent sur une vague qui est phénoménale. Ok, donc on a le moteur diesel du parfum, la fusée du maquillage. Il nous reste le 3e segment, le soin de la peau, le skincare. Le plus petit. Le plus petit, 11% des ventes. La croissance LFL est bonne, plus 8,9%, au-dessus du marché. Mais quand j'ai lu que la marge de cette division avait baissé de 7,2% à 6%, mon premier réflexe a été de me dire « aïe ». Je comprends. Et pourtant, vous semblez dire que c'est en fait une bonne chose. Expliquez-moi comment une baisse de rentabilité peut être un bon signe. C'est contre-intuitif, mais c'est absolument clé pour comprendre leur vision à long terme. D'accord. Le document est, encore une fois, très clair. Cette baisse est due au coût d'investissement et d'intégration lié à Dr Barbara Sturm. Une marque qu'ils ont acquise récemment. Exactement. Le skincare, c'est leur pari sur l'avenir. Ils sont en train de construire leur 3e pilier. Ils savent qu'ils sont moins forts sur ce segment que des concurrents comme Estée Lauder ou L'Oréal. Donc ils investissent. Ils investissent massivement. Ils achètent une marque à fort potentiel et ils injectent de l'argent pour la développer, même si ça pèse sur les profits immédiats. C'est une vision à long terme. C'est la définition même d'une vision à long terme. Ils plantent les graines aujourd'hui pour la récolte de demain. On a donc une vision très claire du portefeuille Hormis. Un pilier rentable qui finance l'expansion, une étoile montante qui tire la croissance. Et un futur relais de croissance en construction. C'est ça. Maintenant, regardons un peu la carte du monde. D'où vient cette croissance géographiquement? Alors, la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, reste leur bastion, avec 55% des ventes. C'est leur marché domestique au sens large. Ok. Mais le chiffre qui fait tourner les têtes vient d'Asie-Pacifique. C'est encore leur plus petite région, 11% des ventes. Mais la croissance LFL y a été de presque 22%. Plus 21,7% pour être précis. c'est gigantesque. On imagine que c'est directement lié au succès des marques de maquillage. C'est une connexion directe. Le succès fulgurant de Charlotte Tilbury en Asie, notamment en Chine, en Asie du Sud-Est, c'est un moteur essentiel de cette performance. L'image de la marque résonne bien là-bas? Parfaitement. Le glamour, l'efficacité perçue, ça correspond aux aspirations des consommateurs de luxe asiatiques. Mais ce chiffre nous rappelle aussi que Puig, c'est une entreprise mondiale. Et qu'elle doit naviguer dans des eaux complexes? Tout à fait. Le rapport mentionne des vents contraires. Oui, j'ai noté les taux de change défavorables sur le continent américain, avec le dollar, les devises d'Amérique latine, et aussi l'impact de l'hyperinflation en Argentine. C'est un bon rappel. Même quand tout semble aller pour le mieux, la gestion d'un groupe mondial est un défi permanent. Absolument. Gérer la croissance en Asie tout en mitigeant les crises en Amérique du Sud, c'est ça le quotidien d'un groupe comme Puig. Et ça nous amène à une question cruciale, la solidité financière.
Avec tous ces investissements, cette croissance rapide, ces acquisitions, est-ce que les fondations sont solides? C'est la bonne question. Le communiqué parle d'un flux de trésorerie de 674 millions d'euros et d'une dette nette en baisse. Ça semble bon, non? C'est excellent. Mais pour vraiment en juger, il faut regarder un ratio que les analystes financiers scrutent à la loupe. Lequel? Le ratio dette nette sur EBITDA ajusté. L'EBITDA, juste pour rappel, en termes simples. Bien sûr. L'EBITDA, pour faire simple, c'est une mesure du profit brut généré par l'activité de l'entreprise, avant les grosses décisions comptables et financières. D'accord. C'est en gros le cash pur que génère le business. Et le ratio nous dit combien d'années de ce profit brut il faudrait pour rembourser toute la dette. Et pour Puig, ce ratio est à combien? Il est de seulement 0,7x. Ah oui, c'est très bas. Très bas. Pour donner un ordre de grandeur, l'entreprise s'est elle-même fixé une limite à ne pas dépasser de 2,0x. Ils sont donc très très loin du seuil d'alerte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur bilan est d'une solidité à toute épreuve. Ça leur donne une flexibilité immense pour le futur. Ils peuvent continuer à investir, saisir des opportunités d'acquisition, même s'ils se disent très sélectifs. Et récompenser les actionnaires. Et aussi, bien sûr, récompenser leurs actionnaires. D'ailleurs, il propose un dividende de 237 millions d'euros. C'est un peu la cerise sur le gâteau de cette année record. Exactement. C'est la preuve ultime d'une gestion équilibrée. La croissance n'est pas faite au détriment de la solidité. Il crée de la valeur à tous les niveaux. Bon, si on essaye de tout rassembler, pour avoir une image complète, en 2025, Puig a prouvé l'efficacité de sa stratégie de portefeuille. D'un côté, un cœur historique dans le parfum, ultra rentable et solide. Qui agit comme une banque interne. Voilà. Et de l'autre, une division maquillage propulsée par la fusée Charlotte Tilbury, qui assure une croissance spectaculaire, notamment en Asie. Et le troisième étage de la fusée en construction, le skincare, où ils investissent patiemment pour l'avenir. Le secret de Puig, c'est cette alchimie. L'art de combiner le patrimoine et la nouveauté. C'est ça. L'exploitation de marques patrimoniales avec l'intégration et la mise à l'échelle de pépites de la nouvelle économie de la beauté. Le tout soutenu par une discipline financière de fer. C'est un équilibre très difficile à atteindre. Et ils y parviennent brillamment. Ce qui nous amène à la question finale, celle qu'on peut laisser en suspens. On a compris que Puig est passé maître dans la gestion de marques à différents stades de maturité. La grande question pour les années à venir, c'est est-ce qu'ils peuvent maintenir cet équilibre ? Le maquillage peut-il continuer sur cette lancée sans s'essouffler? Les parfums peuvent-ils rester aussi solides face à une concurrence toujours plus féroce? Et ça soulève une question encore plus fondamentale pour leur futur. On a vu que la rentabilité du segment soins de la peau est pour l'instant sacrifiée sur l'autel de l'investissement. Oui. Alors projetons-nous dans 5 ans. À quoi ressemblerait un succès dans ce domaine? Est-ce que Dr Barbara Sturm ou une autre marque pourrait devenir la prochaine Charlotte Tilbury? C'est la grande inconnue. Et si c'est le cas, ce segment qui est aujourd'hui les plus petits, pourrait-il un jour rivaliser en croissance et en rentabilité avec les deux autres piliers? Et dans ce cas, le profil de l'entreprise changerait complètement. Si Puig réussit ce pari, ils ne seront plus seulement un géant du parfum qui a réussi dans le maquillage, ils deviendront un véritable titan de la beauté sur tous les fronts. C'est sans doute le prochain grand chapitre de leur histoire.